Bonjour à tous. Alors, donc, je reprends du coup la correction des numéros 10, 20, 22, 23, puisque, comme certains d'entre vous l'ont remarqué et me l'ont dit, d'ailleurs, ils l'ont très bien fait, parce qu'en effet, il y avait eu un souci de logiciel et de matériel. Enfin, voilà, j'ai mis un petit temps d'ailleurs à trouver le problème, donc désolé pour ceux qui ont attendu. Mais du coup, bon, ben, je vais reprendre comme si j'avais pas déjà fait une correction, tant pis, hein, tant pis pour moi. Donc voilà, il y a juste déjà des petits trucs écrits juste pour gagner un petit peu de temps sur le temps d'écriture que je peux avoir pendant que je vous parle. Mais sinon, bon, je vais reprendre à l'identique. Donc, alors, ces exercices-là, ils arrivaient à un moment du cours où justement on était presque à la fin. On vous expliquait, enfin, on avait vu tout ce qui était relatif à la représentation graphique des fonctions du second degré, à savoir tout ce qui était en rapport avec justement la parabole qui va représenter cette fonction, ce type de fonction. Et donc déjà rapidement, j'avais fait un petit croquis là. Bon, il n'est pas super beau, ma parabole n'est pas très belle, mais ça permet de comprendre. On avait vu que par exemple dans le cas où a est positif, donc le a de la fonction du second degré, hein, j'ai une parabole. Bon, déjà j'ai tout le temps une parabole quand c'est du second degré. Quand a est positif, j'ai une parabole en forme de smiley qui sourit, c'est-à-dire avec les bras vers le haut, comme on a là. Et ce qu'on avait vu aussi plus précisément, c'est qu'elle n'est pas non plus, enfin, elle n'est pas aléatoire, hein, cette parabole. Chaque fonction du second degré va avoir une parabole propre. Ce ne sont pas les mêmes. Et donc justement, ben, par exemple, elles peuvent être caractérisées par leur sommet. Enfin, caractérisé, c'est un grand mot parce qu'il y en a qui ont le même sommet, mais déjà ça donne, disons, une indication sur l'allure de la parabole, sachant que le sommet a pour coordonnées justement alpha et bêta, le fameux alpha et le fameux bêta qu'on trouve dans la forme canonique, qu'on a déjà vu depuis la partie 1 déjà. Et après, alors celui que j'ai pas dessiné, c'est le cas A négatif, même principe, sauf que cette fois-ci, je vais avoir le smiley vers le bas. Et donc on avait vu, pareil, que dans ce cas-là, le sommet va correspondre à un maximum, puisque comme justement j'ai les branches vers le bas, le point qui est au sommet, c'est celui qui est le plus haut, alors que quand A était positif, c'était celui qui était le plus bas. Sinon, pour les coordonnées, ça ne change rien. Voilà. Après, on avait abordé aussi l'axe de symétrie, puisque une parabole étant symétrique, justement, elle a un axe de symétrie. Et justement, ce qui est pratique, c'est qu'il coïncide avec alpha ici. C'est une droite qui a pour équation x égale alpha. Souvent, on l'appelle delta, cet axe de symétrie. Je peux vous le mettre, voilà, comme ça. Et c'est pareil dans les deux cas. Donc, en gros, du moment où j'ai alpha, j'ai l'axe de symétrie, enfin son équation, et j'ai les coordonnées du sommet. Voilà. Et après, mon A me permet de savoir si je suis orientée vers le haut ou vers le bas. Après, juste dernière petite chose, tant que j'y suis là, tant que je suis dans les rappels, on avait rappelé aussi que bon, les points qui sont là correspondent en abscisse aux racines de l'expression du second degré, hein, qu'on trouve avec delta, etc. Voilà. Et donc justement, quand la parabole est au-dessus complètement des abscisses, ben, c'est le cas où je n'ai pas de racine, donc le cas où delta est négatif, bon, etc. Après, on avait vu que du coup, il y avait plusieurs cas. Voilà, bon, ça c'est pour les rappels. Et bah, au final, les quatre exercices vont s'appuyer sur tout ça, plus tout ce qui a été vu avant, évidemment. Là, on commence à être en fin de chapitre, on a des exercices un peu plus sophistiqués, quoi, un peu plus évolués, qui vont mettre en jeu pas mal de notions. Mais les nouveautés sont là. Voilà. Donc dans le numéro 10, alors là c'est ce qu'on appelle un problème, hein, c'est-à-dire que j'ai un contexte, c'est pas d'ailleurs ça pourrait être un problème sans contexte aussi, là c'est un problème avec contexte. C'est-à-dire que je n'ai pas juste une question ou deux, j'en ai plus, et en plus là, il y a une modélisation, donc on est basé sur un problème concret. On vous parle des halles de Boulingrin de Reims, que je ne connais pas, mais bon, on imagine, hein, ce sont des halles, je suppose, qui ne sont pas récentes, enfin j'en sais rien, mais en général c'est ce qui est le cas, où dessous il se passe, enfin s'organisent des marchés en général. Je ne sais pas de quelle sorte là dans ce cas-là, mais voilà, c'est juste pour que vous visualisiez un petit peu la situation. Donc en gros, on vous dit que les halles sont représentées par une fonction du second degré. On voit que le A est négatif, hein, on vous donne la forme factorisée là. Et le A, rappelez-vous, c'est ce qui est devant dans la forme factorisée. Donc on peut déjà avoir une petite idée de ce qu'ils sont en train de nous dire, de cette modélisation, hein. Modéliser, ça veut dire justement mettre des maths sur quelque chose qui est réel, qui est concret.
C'est-à-dire on va essayer de trouver parmi les maths qu'est-ce qui peut représenter la chose concrète afin après de pouvoir l'étudier. En gros, c'est ça l'idée, c'est vraiment de traduire en maths quelque chose d'existant ou de... Enfin oui, c'est ça, d'existant, des fois qu'on ne maîtrise pas encore, mais dont on a quelques informations. Voilà, donc on nous dit que les abscisses correspondent au sol et que donc ces halles, elles ont la forme de la parabole qui représente la fonction machin, machin, avec A négatif. Donc A négatif, ça veut dire que justement, je suis dans un cas comme ça. Et donc en gros, vos halles, elles ont quelle allure? Elles ont cette allure-là. C'est-à-dire que c'est la partie qui est au-dessus du sol, donc au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà. Et donc ça, ce sont les halles qui ont cette forme-là. Et donc dessous, il se passe justement les marchés, les expositions, etc. Donc, bon, l'exercice, il est basé là-dessus. Au début, c'est purement mathématique. Et après, à partir de la question 2, justement, l'idée de répondre à des questions un peu plus concrètes. Alors, la première question qu'on vous posait, c'était de déterminer la forme développée. Bon, là, j'ai déjà écrit parce que normalement, vous êtes censé savoir le faire. Vous prenez la forme factorisée, vous la développez, justement, et vous arrivez à la forme développée. Alors, juste faites attention quand vous développez ce genre de choses, puisqu'il y a 3 facteurs. Vous ne pouvez pas faire les 3 d'un coup, hein. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé d'abord les 2 derniers. Et je fais bien attention à tout mettre dans des parenthèses parce que du coup, le moins 0,05 va s'appliquer à tout ce qui est dedans. Donc, je fais un groupe, je fais un sac avec les parenthèses. Et ensuite, je distribue ici mon moins 0,05 à tout le monde pour avoir ma forme développée complètement. Voilà, donc j'ai la forme développée. Ensuite, en fait, on vous donne la forme canonique. Des fois, on vous demande de la trouver. Bon, là, on vous la donne et on vous demande de vérifier que c'est la bonne, en fait. C'est-à-dire de montrer que c'est bien égal à la fonction qu'on avait au départ. Alors là, il y a 2 façons de faire. Moi, j'ai pris celle qui est souvent, que je vois souvent parmi vous. Mais après, je rappellerai comment vous pouvez le faire aussi autrement. Donc, souvent, le plus simple pour vous, c'est quand elle est donnée, parce que là, elle est donnée, le plus simple, c'est de la prendre, celle qu'on vous donne, sans dire que c'est f de x au départ, puisque justement, vous n'en savez rien, c'est le but, hein, il faut montrer ça. Donc juste, je prends la forme qui est donnée et je la développe, justement. L'idée étant de voir si ça va correspondre à la forme développée qu'on avait juste au-dessus. Donc je développe, j'ai une identité remarquable, donc on fait attention. Là, pareil, le moins 0,05 après va se distribuer à tout ce qui est à l'intérieur, donc on fait attention, parenthèse. Et il s'avère qu'en effet, quand je développe, je retombe exactement sur la forme développée de f de x. Donc ce truc-là, c'est bien f de x aussi. Et vu sa configuration, c'est la forme canonique, puisque je vous rappelle que la forme canonique, c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc là, on est bien dans cette configuration-là. Donc voilà, sa forme canonique. Alors comment on pouvait faire autrement? On pouvait aussi, rappelez-vous, ce qu'on faisait, on factorisait par a, ici par moins 0,05. Enfin, en fait, on peut partir de la forme développée pour trouver la forme canonique, comme si on ne nous la donnait pas. Donc bon, je ne reviens pas là-dessus, je l'ai déjà fait plein de fois par ailleurs, mais on pouvait aussi le faire comme ça, faire comme s'il ne nous la donnait pas et voir si on tombait bien sur la même chose. Ça marche très bien aussi, pour ceux qui la maîtrisent, c'est même... vous démontrez même une certaine aptitude de calcul, donc c'est plutôt bienvenu. Mais ici, ce n'était pas obligatoire. Voilà, donc en gros, on dispose de 3 formes. On a la forme factorisée, que je n'ai pas entourée, celle qui était donnée au départ, la forme développée qu'on nous a fait trouver dans le A, la forme canonique qu'on nous a fait vérifier dans le B. Et maintenant, avec ça, on vous demande d'utiliser la plus adaptée pour trouver certaines choses qui sont de l'ordre du concret, cette fois. Donc on vous demande par exemple la hauteur des halles. Alors, ils n'expliquent pas ce que c'est, mais on peut supposer quand même que c'est donc la hauteur maximale qu'il peut y avoir sous plafond quand on est justement dans ces halles. Donc, en gros, on veut ça. Et tout à l'heure, j'ai expliqué que le point qui est là, c'est le sommet et qu'il a pour coordonnées alpha, bêta, ce qui veut dire qu'ici, j'ai alpha, ici, j'ai bêta. Et donc, la hauteur, c'est la même que celle qu'il y a ici, donc au final, c'est bêta. Ce qui veut dire que si je connais bêta, j'ai la réponse. Après, on me demande la largeur. La largeur des halles, ça va être, je suppose, là aussi, ils ne l'ont pas expliqué, mais je présume que c'est ici au sol, de bord à bord, combien il y a de largeur. Donc là, si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, ça, ce sont les racines, x1, x2. Donc il suffira finalement de trouver les racines et de savoir quel est l'écart entre les deux, la différence. Donc ça va nous permettre de répondre à la 2a et la 2b.
Alors déjà, alpha, bêta. Alors qu'est-ce qu'on utilise pour trouver alpha, bêta? Sachant qu'on a les trois formes, là on est dans le luxe, hein, on a tout ce qu'il faut. On a notamment la forme canonique qui va nous permettre d'identifier directement qui est alpha et qui est bêta. Donc là on peut dire, d'après la forme canonique de f de x, on déduit que alpha égale, alors alpha, rappelez-vous, hein, x moins alpha, donc ici on a x moins 20 dans le carré là, donc ça veut dire que alpha vaut 20. Et bon, à vrai dire, alpha on s'en sert pas, mais tant qu'à faire. Et bêta, donc c'est ce qu'il y a après le carré, ici c'est 18,05. Or, la hauteur justement, c'est le maximum de la fonction, et le maximum de f, comme c'est du second degré, c'est bêta. Parce que la fonction, bon déjà elle a le son a qui est négatif, ce qui nous assure qu'il y a un maximum et pas un minimum. Et en plus, on sait justement quand c'est le second degré, que ce soit maximum ou minimum, ça va être bêta. Et bêta, on vient de voir que c'était 18,05. Alors ils n'ont pas mis d'unité, si je me rappelle bien, dans cet exercice. Attendez, je le reprenne. Oui, voilà, ils n'ont pas mis d'unité. Bon, on peut présumer qu'il s'agit de mètres. Centimètres, c'est pas possible. Et je ne pense pas que ça puisse être autre chose que des mètres. Hein, donc, je pense que c'est une erreur de l'énoncé. Il doit bien s'agir de mètres. Donc, on a 18 mètres, ou un peu plus, sous plafond dans ces halles, ce qui est énorme. Sachant qu'un étage, c'est à peu près 3 mètres. Hein, donc, voilà, ça vous fait l'équivalent de 6 étages quand même. Entre 5 et 6. Voilà donc pour la hauteur, pardon. Ensuite, la largeur. Donc là, il nous faut les racines. Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour trouver les racines? Soit vous prenez la forme développée et vous faites delta, etc., etc. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est pas le plus malin, mais ça fonctionne. Le plus malin, c'est la forme factorisée. Rappelez-vous, on le fait depuis la première partie. Hein. Parce que la forme factorisée a l'avantage de ne pas nécessiter l'utilisation de delta, justement, ça se fait comme en seconde en fait, puisque j'arrive sur une équation produit nul. Pardon, je perds mes mots. Donc x moins 1, x moins 39 égale 0. Donc ça, c'est équivalent à soit moins 0,05 égale 0. Bon, ok, pas possible. Soit x moins 1 égale 0, soit x moins 39 égale 0. Donc x égale 1 ou x égale 39. Ce qui veut dire que concrètement, ici à la place de x1, j'ai 1, à la place de x2, j'ai 39. Donc moi justement, la largeur, c'est la différence entre x1 et x2. Alors justement, celui-là on va l'appeler x1, si on l'appelait x2, on va les ranger tant qu'à faire. Donc c'est x2 moins x1, autrement dit 39 moins 1, 38. Donc on a 38 mètres de largeur à l'intérieur des halles, ce qui est énorme aussi. Voilà donc pour le A et le B du 2. Et le 3, l'un des points d'ancrage de la structure se trouve dans le sous-sol au point d'abscisse 0. À quelle profondeur se situe-t-il? Alors là déjà, il faut comprendre la question. Point d'ancrage, c'est souvent dans les fondations en fait. Hein, ils parlent à peu près en gros des fondations. Et donc ils vous disent que ça correspond au point d'abscisse 0 de la courbe. Donc ici, 0 c'est ici l'abscisse, et donc si je descends, il s'agit justement de ce point-là, c'est-à-dire de l'intersection entre la parabole et l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est pas très difficile de trouver. Nous, on veut la profondeur, hein, donc en gros, on veut savoir ici à combien on est sur les ordonnées, donc en hauteur. Sachant qu'on a l'abscisse qui vaut 0 et qu'on sait qu'on est sur la courbe, ça va pas être très difficile, il s'agit simplement de l'image de 0, donc de f de 0, et c'est tout. Hein, c'est pas... voilà. Donc, pour calculer l'image de 0, le plus simple, c'est souvent la forme factorisée parce que 0 au carré, ça fait 0 et le x, il va donner 0 aussi. En gros, il va vous rester le c. Donc, avec la forme développée, c'est le plus simple. Maintenant, bon, pour f de 0, même les deux autres, c'était pas bien compliqué, mais il y avait plus de calculs quand même, notamment avec la forme canonique. Hein. Donc là, l'idée, c'est quand même d'être le plus optimisé possible. Donc, on va utiliser la forme développée. Donc là, il s'agit de la profondeur.
c'est égal à f de 0 qui est égal à moins 0,05 fois 0 au carré, plus 2 fois 0, moins 1,95. Tout ça, ça fait 0. Donc il me reste moins 1,95 mètres. Donc je suis à une profondeur de 1,95 en fait. Voilà, moins 1,95 parce que je suis en dessous du sol. Voilà pour le 10, qui était, oui, le 20, il y a un peu de travail aussi. Oui, dans chaque exercice, il y avait quand même des petites choses. Il y avait que le 23 de mémoire qui était quand même très rapide. Dans les autres, à chaque fois, il y a des petites choses à travailler quand même. Alors, le 20, c'est le seul qui n'était pas directement lié aux nouveautés dans le cours. Ça, c'était plus pour retravailler des exercices type, là, celui-là notamment sur les positions relatives, pour en faire encore un, parce que je sais que ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour vous. Donc, bon, du coup, je ne vais pas aller trop lentement non plus, parce que c'est quand même des choses qu'on a déjà, enfin, en tout cas, que j'ai déjà expliqué un certain nombre de fois. Rappelez-vous, donc, position relative, ça veut dire qu'on cherche sur quels intervalles une des deux courbes est au-dessus de l'autre et vice-versa. Donc, on cherche à savoir quand est-ce que l'image de l'une est plus grande que l'image de l'autre. Et pour faire ça, on fait la différence des deux, et on voit si c'est positif ou négatif. Donc, ça revient à étudier positif, négatif, c'est le signe, hein, donc à étudier le signe de la différence, c'est-à-dire ici f de x moins y, autrement dit f de x moins 2. Voilà, et pour étudier le signe, eh bien déjà il faut calculer l'expression. Donc f de x moins 2, c'est 2x plus 4 sur x moins 1 moins 2. Je fais comme si c'était sur 1, je multiplie par x moins 1 pour avoir le même dénominateur. Voilà, et donc ça me fait 2x plus 4. Alors justement, je vais tout mettre sur x moins 1, c'était le but, hein. Moins 2 facteur de x moins 1. Voilà. Ensuite, je développe, donc moins 2x plus 2 sur x moins 1. Ce qui me donne au final 6 sur x moins 1. On fait bien attention aux signes, hein. Et donc ça veut dire qu'il me faut étudier le signe de 6 sur x moins 1. C'est déjà un quotient, donc très bien, puisque la règle des signes va s'appliquer sans problème. Il n'y a pas grand-chose à faire. On peut faire le tableau d'ailleurs. Là, on pourrait même s'en sortir avec des phrases. Mais bon, comme on a pris l'habitude des tableaux, je vais faire le tableau, il n'y a pas de souci. Donc f de x moins 2. J'aurais pu faire un joli tableau à la règle, mais c'est pas grave, on commence à avoir l'habitude. Alors 6, ça ne s'annule pas, donc là j'ai rien à mettre. Et x moins 1, lui, il s'annule en 1. Donc je vais avoir un 1 ici. 6 ne s'annule pas et il est toujours positif. C'est un nombre qui ne varie pas, il n'y a pas d'x. Donc enfin, là on ne réfléchit pas en fait. Hein. 6, c'est positif. X moins 1, en revanche, c'est du premier degré. X varie, donc ça va dépendre de la valeur de x. On avait vu qu'à droite, on a toujours le signe de m et à gauche, le contraire. Et ensuite, alors on fait attention puisque 1, c'est une valeur interdite. Hein, donc j'ai quand même une valeur interdite qui sort, plus et moins. Donc, au final, je me retrouve avec, alors juste que je vérifie, c'était bien sûr, on ne précisait pas d'intervalle, donc on est sur R. Hein. Je vais avoir donc deux positions possibles, entre moins l'infini et 1, puis ensuite entre 1 et plus infini. Donc là, je peux faire... Donc là, rappelez-vous, on l'avait vu aussi en le mettant dans le tableau. Bon, c'est comme vous voulez. Moi, là, je vais faire une phrase, mais peu importe. Alors, nous, on a fait f moins y, c'est-à-dire que c'est... entre guillemets, h moins d. Hein. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose de négatif, ça veut dire que la courbe que j'avais en premier, elle est en dessous. Donc, sur moins l'infini 1, h est en dessous, et on dit bien en dessous et pas au-dessous, en dessous de d. Ensuite, j'ai plus de place, je vais le faire là, sur 1 plus l'infini. Vous constatez que je ne prends pas 1 hein, là, forcément, puisque c'est une valeur interdite. H est au-dessus de D, car j'obtiens une différence positive. Voilà donc pour le premier. Le 2 est sur le même modèle, simplement il y a légèrement plus de calcul et de réflexion dans le tableau, on va voir pourquoi. Mais l'idée là est exactement la même. Donc je ne réécris pas la phrase de rédaction, mais c'est la même chose. Donc si je fais f de x moins y, c'est donc f de x moins x cette fois, puisque y égale x.
De fait, ça va être donc 2x plus 4 sur x moins 1 moins x. Même principe, je fais comme s'il était sur 1. Je multiplie par x moins 1, ça n'a pas changé. Et vous voyez la petite nouveauté, c'est que je vais faire apparaître du second degré en haut, alors que justement dans l'exemple d'avant, on n'avait pas de second degré. Alors, on y va. Maintenant, je mets tout sur le même dénominateur, puisque c'était l'objectif. Et ensuite, je développe. Je vous conseille vraiment de le faire comme ça, parce qu'il y a d'autres façons de le rédiger. Bon, après, ça dépend de vos aptitudes en calcul littéral. Mais l'avantage quand vous le rédigez comme ça, c'est que normalement, vous trompez quand même moins dans les signes. Ce que je veux dire, c'est globaliser d'abord la fraction, c'est-à-dire mettre déjà un seul dénominateur, et ensuite s'occuper de ce qui se passe en haut. Donc là, si je réduis, j'ai donc moins x carré plus 3x plus 4, le tout sur x moins 1, et je vais devoir étudier le signe de ça. Donc là, si on observe un petit peu ce qui se passe, tout à l'heure on avait une constante en haut, donc c'est super facile. Là au-dessus, j'ai du second degré, donc il va falloir que je le travaille, ce truc-là, puisqu'il faut que je trouve les racines, etc. Et le x-1, lui, bon, c'est le même que tout à l'heure. Donc après, le reste, vraiment suit le même schéma. C'est simplement que pour remplir la première ligne, j'ai besoin de travailler un petit peu pour le moins x carré plus 3x plus 4. Alors, on y va. Donc, justement, pour moins x carré plus 3x plus 4. On va faire le calcul des racines. Donc delta égale, ce qui me fait donc 9 plus 16, 25. Du coup, bon, il est positif, j'ai deux racines. x1 moins b moins racine de 25, donc enfin moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 2. Donc moins 3 moins 5 moins 8 sur moins 2, c'est-à-dire 4. Donc première racine, 4. Deuxième racine, moins 3 plus racine de 25 sur moins 2. Donc moins 3 plus 5, ça fait 2 sur moins 2, donc moins 1. Voilà. Et donc j'ai tout ce qu'il faut, puisque le x moins 1 ne lui pose pas trop de problème dans le tableau, je peux me lancer dans mon tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner des noms. Numérateur, on va mettre n de x, dénominateur d de x. Donc là, je vais mettre le numérateur, le dénominateur. Et en tout, c'était, rappelez-vous, l'écart la différence entre f de x et x. Donc, hop, voilà. Donc là, je vais avoir à la fois donc, le moins 1, le 4, et aussi le 1 qui vient du dénominateur. Donc, moins 1, 1 et 4. Donc, justement, le numérateur, c'est du second degré qui a ses racines en moins 1 et 4. d de x et x moins 1, il a sa racine en 1. On se souvient que le dénominateur, ses racines, elles descendent en valeur interdite, alors que le numérateur, lui, donne toujours des zéros. Bon, je ne rappelle pas encore pourquoi, je ne peux pas tout le temps tout réexpliquer. Je vous renvoie aux vidéos précédentes, ce sont des choses quand même que j'ai déjà détaillées, donc j'espère que ça va. Le signe du numérateur, donc comme c'est du second degré, on met le signe de A à l'extérieur des zéros, donc notamment à droite, ici on a le signe de A, ensuite entre les zéros, le contraire, et à gauche du zéro, encore le signe de A. A ici vaut moins 1, puisque c'est moins x carré. Ensuite, D, c'est du premier degré, donc on a dit à droite, on met le signe, enfin à droite du 0, on met le signe de M, comme tout à l'heure, donc on a plus et ensuite moins à gauche, et ensuite j'utilise la règle des signes, et donc je me retrouve avec une alternance, plus moins, plus moins. Et donc là, soit vous rajoutez une ligne pour position relative, vous écrivez dans chaque ligne si c'est H qui est au-dessus ou en dessous ici c'est delta à la droite, de delta. Ou bien, là, c'est peut-être plus simple de faire des phrases comme j'ai fait tout à l'heure, parce que vous pouvez regrouper, vu qu'il y en a plusieurs là, les intervalles sur lesquels H est au-dessus et les intervalles sur lesquels H est en dessous, ce qui fait un peu moins d'écriture. Mais voilà, après, à votre convenance, ça ne change pas grand-chose au fond. Donc, sur moins l'infini, moins 1, bon, ouvert ou fermé, ça ne change pas grand-chose. Comme en général, je le ferme, je vais le prendre. En fait, quand on ferme, ça veut dire qu'on accepte les points d'intersection, donc on va accepter que ce soit pas forcément strictement au-dessus ou strictement en dessous, ça peut se rencontrer.
alors que si on ne ferme pas, c'est que soit c'est une valeur interdite, soit on ne veut pas, carrément pas que ça se rencontre. Voilà. C'est-à-dire que c'est du strictement. Comme là, on ne vous a pas précisé, moi en général, quand on ne précise pas, et c'est même pas tellement au programme de préciser, donc en général, c'est pas précisé. Quand on ne précise pas, je laisse les intervalles fermés quand c'est possible. Voilà. En dehors des valeurs interdites, donc. Mais c'est pas faux non plus si vous ouvrez, dans la mesure où c'est pas vraiment précisé. Hein. Donc sur moins l'infini moins 1 et sur 1, 4, voilà le 1 là je ne peux pas le prendre. Donc là c'est les intervalles où on a un plus. Hein. Donc là ça veut dire que j'ai h au-dessus, enfin la première qui est la plus grande, donc h au-dessus de delta. H est au-dessus de delta. Et inversement, sur moins 1, 1 et 1, 4. Non, pardon. N'importe quoi. 4 plus infini. Et sur 4 plus infini, h est en dessous, puisque là c'est moins, de delta. Voilà, donc voilà qui vous donne un autre exemple encore de ce type d'exercice qui vous permettra de vous entraîner encore, enfin j'espère. Après, il nous restait le 22 et le 23 qui sont vraiment purement, là pour le coup, sur les nouveautés, donc sur ce qu'on a apporté dans le cours. Hein, je ne sais plus lequel c'était, tuto cours, le 3 je crois, je ne sais plus, enfin l'avant-dernier, je ne sais plus exactement jusqu'à combien ça allait sur ce chapitre, c'était l'avant-dernier. Donc bon, je vais commencer par le 23, si ça ne vous gêne pas, parce que le 22, on verra qu'il y a une petite complication en plus. Donc je préfère qu'on voit d'abord le 23, où c'est une situation assez simple finalement, et qu'après on voit ce que ça donne quand il y a une petite complication supplémentaire. La complication, on la voit assez vite d'ailleurs, hein, entre les deux, c'est que vous avez, dans le 23, on vous donne l'expression claire de la fonction, vous avez l'expression de la fonction, alors que dans le 22, non. Et en fait, on verra que bon, ça engendre quand même une petite complication. Alors, donc dans le 23, du coup, on vous donne l'expression de la fonction qui est sous une forme qui est factorisée. Alors, ce n'est pas la forme factorisée telle qu'on la voit, puisque on n'a pas a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Puisqu'ici, vous avez, si on regarde bien, là, vous n'avez pas x, vous avez moins 2x. Donc, ce n'est pas tout à fait, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'il suffit de factoriser cette partie-là là, par moins 2. Vous sortez le moins 2, en gros. Et vous vous retrouverez bien avec la forme factorisée. Je peux le faire d'ailleurs, hein, ce n'est pas un problème. Donc, mon moins 2x plus 1, si je le factorise, ça fait moins 2 facteur de x moins 1 demi. Hein, puisque quand vous redéveloppez, ça donne bien la même chose. Donc ça, c'est la forme factorisée de cette partie-là. Et après, l'autre morceau, je l'aurais écrit. Hein, puisqu'on multiplie dans le sens qu'on veut. Hein, a fois b ou b fois a, c'est la même chose. Donc voilà, j'ai juste échangé l'ordre des facteurs pour que ce soit plus facile à écrire. Mais on a bien là la forme factorisée classique. Donc à vrai dire, les racines, puisque f de x égale à 0, résoudre cette équation, ça revient chercher les racines, je pourrais carrément les lire là. Hein. Là, vous voyez, x moins x1, donc ça veut dire que x1 c'est 1 demi, et x plus 3 c'est x moins moins 3, donc ça voudrait dire que x2 c'est moins 3. Bon, tant qu'on y est, on va jouer le jeu, on va faire les calculs, mais vous pourriez très bien dire ça, et ça serait tout à fait intelligent de votre part, tout à fait malin. Alors, donc si je veux résoudre, alors je vais prendre là, je vais jouer le jeu parce que je pense que la plupart d'entre vous, c'est ce que vous avez fait. Je prends donc la forme qui m'est donnée, ça me fait une équation produit, j'espère que ça vous l'avez vu, qui du coup justement n'a pas ne demande pas de difficulté particulière. Et donc justement, je trouve deux racines, moins 3 et moins 1. Et d'ailleurs, pourquoi moins 1,5 ? Ah oui, pardon, il y avait un moins ici. Donc 1 demi. Je me disais, ça concordait pas avec ce que je vous avais raconté juste au-dessus, ce qui est dommage. Donc, moins 3 et 1 demi. Voilà, donc en gros, j'ai mes deux racines, moins 3 et 1 demi. Et on vous demande d'en déduire l'axe de symétrie et le sommet de la parabole représentant la fonction f. Alors d'après ce que j'ai dit tout à l'heure dans les rappels, finalement, pour répondre à ces deux questions-là, il suffit d'avoir alpha et bêta. Parce que l'axe de symétrie, c'est justement d'équation x égale alpha. Parce que quand on vous dit déduire l'axe de symétrie, en gros, on vous demande l'équation. Hein. Donc x égale alpha, mais faut-il encore connaître alpha? Donc ça, on va en parler.
Et le sommet de la parabole, on avait dit, il a pour coordonnées alpha, bêta. Et c'est ça qu'on vous demande quand on vous dit en déduire le sommet, ça veut dire donner ses coordonnées. Donc, en gros, on se met en quête du alpha et du bêta. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit, et on l'a vu aussi dans le cours, ça d'ailleurs. Soit vous prenez la forme factorisée qu'on vous a donnée, vous la développez, ce qui n'est pas si difficile que ça, hein, donc ça se fait assez facilement. Vous la développez et ensuite vous appliquez. Donc soit vous cherchez la forme canonique en, rappelez-vous, hein, en mettant le A en facteur, etc. Soit vous appliquez vos formules de alpha et de bêta. Voilà. Et vous allez trouver le alpha et le bêta. Pas de souci. Là, c'est pas l'esprit de l'exercice, donc je vais le corriger encore autrement pour vous montrer justement. Bon, on en a parlé dans le cours, mais peut-être pas assez. Donc là, ça va être l'occasion. L'esprit de l'exercice, c'était plutôt d'utiliser la question 1, c'est-à-dire d'utiliser les racines. Alors, on va expliquer, c'est assez simple en fait, hein, le pourquoi, mais faut-il encore y penser quand même. C'est-à-dire que là, finalement, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Alors, on a un A c'était moins 2 si on prend la bonne forme factorisée. Donc, ça veut dire que j'ai une parabole vers le bas. Les racines sont à moins 3 et 1 demi. Et une parabole vers le bas. Donc, je vais avoir quelque chose, alors, je ne sais pas exactement, justement, je ne connais pas le sommet, hein, le alpha bêta, mais disons que ça va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, justement, si vous avez vos deux racines, vous avez... Donc là, je vais l'écrire d'ailleurs. Vous savez au final que f de moins 3 et f de 1 demi donnent la même chose. Ici, ça donne 0. Mais ça donnerait autre chose, ça marcherait aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont donc deux nombres qui donnent la même image, c'est-à-dire qu'ils sont au même niveau sur la courbe. Et comme ils sont au même niveau, qui donnent la même image, ben quand je vais prendre le milieu entre les deux, si je prends vraiment le nombre central, donc la moyenne, hein, si j'utilise le bon terme, je vais tomber pile poil sur l'axe de symétrie. On l'avait vu justement dans le cours. Et donc, je vais tomber ici sur alpha. Donc, quand vous avez cette information-là, quand vous détenez l'information comme quoi deux antécédents donnent la même image, il suffit de prendre la moyenne des deux antécédents pour trouver le alpha. C'est quand même plus rapide que de développer, etc. Même si peut-être cette méthode-là vous rassure, mais c'est bien aussi d'être dans l'optimisation, dans l'efficacité. Et voilà, donc c'est pour ça que là, on vous montre cette façon-là de voir les choses. Donc, quand vous avez les racines, eh ben, il suffit de faire alpha égale moins 3 plus 1 demi divisé par 2. J'ai fait donc la moyenne, hein, des deux antécédents, des deux racines ici, c'est-à-dire moins 2,5 divisé par 2, autrement dit moins 1,25. Voilà, donc alpha, il est à moins 1,25. Donc avec ça, déjà, j'ai l'axe de symétrie. Rappelez-vous, le alpha, il vous donne x égale alpha, il vous donne l'axe de symétrie. Et maintenant, il me faudrait bêta pour avoir les coordonnées du sommet. Alors là, il faut retourner voir dans votre cours. Hein. Dans votre cours, on avait dit que bêta, c'est f de alpha. Mais même sans aller dans votre cours, si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, S a pour coordonnées alpha, bêta, il est sur la courbe. Donc ça veut dire que bêta, c'est l'image de alpha. Vous n'avez pas trop le choix. Donc, comme f, je la connais, j'ai l'expression de f. Je n'ai plus qu'à remplacer x par alpha, c'est-à-dire par moins 1,25, et faire le calcul, et je vais trouver bêta. Donc, je prends la forme, n'importe, je prends la forme qui était donnée au départ, donc moins 1,25 plus 3, fois moins 2 fois moins 1,25 plus 1. Donc ça fait 1,75 fois, fois 2,5, donc fois 3,5, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Donc 1,75 fois 3,5, ça fait quoi ça 6,125. Voilà, donc maintenant on va pouvoir conclure. On a le alpha et on a le bêta, donc tout va bien. Je vérifie juste le calcul, que je n'ai pas dit de bêtises. Non, c'est ça, 2,5 plus 1, 3,5, 1,75. C'est ça, si je ne me suis pas trompée, non c'est ça, moins 2x plus 1. Donc, non, normalement, je vérifiais parce que, bon, histoire quand même qu'on soit sûr, mais a priori, c'est cohérent. Très bien. Donc, il n'y a plus qu'à conclure. Bon, la conclusion, c'est pas le plus difficile. Axe de symétrie delta d'équation, donc la droite delta, hein,
d'équation x égale alpha, soit x égale moins 1,25. Et ensuite, sommet S de coordonnées alpha, bêta, autrement dit, S moins 1,25, 6,125. Voilà pour le sommet. Donc là, bon, c'est un exercice vraiment classique. Essayez de bien revoir. Hein. Je pense que c'est des points qui sont quand même assez faciles à prendre si vous avez compris l'idée. Il n'y a pas de grande technicité là-dedans. Et donc, on va voir une autre version, une autre variante en fait de cet exercice. C'était le 22, où c'est à peu près la même chose. La petite différence, c'est qu'on ne vous donne pas la fonction complète au départ. On vous donne juste des indications. Alors justement, le 22, si je le reprends, on vous dit qu'on considère la parabole P qui coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 1 et 2. Donc ça veut dire que là on vous donne les racines en gros. Hein. Alors, pardon, on y est arrivé. Donc voilà, moins 1 et 2, donc ça coupe ici. Déjà ça passe par là. Mais avec ça, on va pas loin, parce qu'on ne sait même pas dans quel sens elle est orientée. Mais on vous donne un autre indice. On vous dit l'axe des ordonnées, il est coupé en 2. Au niveau de 2 plutôt. Donc j'ai un point là aussi. Donc là, bon, du coup, on est quand même un peu plus avancé, puisque de là à là, je vais être croissante. Hein, donc je ne peux pas faire autrement que d'avoir une parabole vers le bas. Donc j'ai un A qui sera négatif. Bon, on peut l'écrire hein, d'ailleurs. Mais je ne sais pas combien il vaut. C'est tout le problème. Parce que si j'avais le A, j'aurais tout ce qu'il faut, puisque là j'avais les racines. Hein, donc avec le A, je peux avoir la forme factorisée, et c'est bon, j'ai la fonction. Mais je n'ai pas le A. Donc, attendez, je finis juste d'écrire ça. Parabole vers le bas, pardon. Donc A est négatif. Voilà, donc sur A, on sait juste qu'il est négatif, on ne le connaît pas. Et ça va engendrer quand même des petites complications. Faisable, mais quand même. Donc, et oui, et la question est la même, pardon. La question est la même que tout à l'heure, la 2. Déterminer l'axe de symétrie et le sommet de P. Alors, là, les racines, pas besoin de les chercher, on nous les a données. C'est moins 1 et 2, hein, puisque c'est ce qu'on retrouve aux intersections avec les abscisses, avec l'axe des abscisses. Donc j'ai les racines, ce qui veut dire que je peux faire comme tout à l'heure pour trouver alpha. Parce que rappelez-vous ce qu'on a expliqué dans le 23, on a fait la moyenne des deux racines. Je ne réexplique pas tout, hein, c'est le même principe, pour trouver alpha. Donc alpha ne va pas poser problème. Ça se trouve facilement du moment où vous avez deux antécédents qui donnent la même image. Vous faites la moyenne des antécédents. Donc pas de problème pour alpha. Je ne refais pas toute la rédaction. Hein, bon, je pense qu'on a compris l'idée, je ne vais pas allonger trop la vidéo, mais évidemment, vous, a priori, dans une évaluation, vous ne le faites qu'une fois, donc mettez la rédaction par contre, hein, évidemment. Alors, juste, je vais quand même écrire que f de moins 1 égale f de 2 égale 0. Donc, alpha égale moins 1 plus 2 sur 2, c'est-à-dire 1,5, donc 0,5. Voilà, donc l'axe de symétrie, du coup, je l'ai. Je sais qu'il est en 0,5. Bon, ça, c'est cohérent d'ailleurs avec mon croquis, là, mon dessin. Donc, bon, alpha, pas de souci. Mais c'est pour les coordonnées du sommet. Le problème, c'est à combien je suis en hauteur. Je suis visiblement à un peu plus de 2, mais je ne sais pas à combien. Et c'est là qu'arrive la petite complication. Parce que j'ai pas A. Parce que pour trouver bêta, il suffit de faire f de alpha. Oui, sauf que f, je ne l'ai pas. Donc voilà, il y a un petit souci. Donc en fait, première chose, justement, il va falloir que je détermine ce A qui me manque. Et donc si vous réfléchissez à tout ce dont on dispose, on a quand même les deux racines. Donc si on réfléchit à toutes les formes des fonctions du second degré, pour la développer, on n'a rien. On n'a ni le A, ni le B, ni le C. On pourrait éventuellement avoir le C parce qu'en fait, il s'avère que C, c'est f de 0. Donc on sait que f de 0 vaut 2 ici. Mais on a quand même deux inconnus A et B, hein, donc ça peut se faire, mais c'est un peu compliqué. On pourrait utiliser les indices, la f de moins 1, f de 2 qui valent 0, et faire un système. Hein, ça fonctionne, mais bon, voyons s'il n'y a pas un peu plus simple quand même.
Après, vous avez la forme canonique, donc il nous faut le A, le alpha, le bêta. On n'a pas le A, on n'a pas le bêta. Bêta, en plus, c'est celui qu'on cherche, donc certainement que ça va être compliqué de trouver la forme canonique. Donc là aussi, on pourrait le faire avec un système, hein, même principe. J'ai deux inconnus, donc en fait, automatiquement, ça me donne un système quand j'utilise les indices. Donc on peut le faire. Mais il y a plus simple, donc tant qu'à faire, avec la forme factorisée. Pourquoi? Parce que la forme factorisée, rappelez-vous, il nous faut le A, le x1, le x2, les racines. Et les deux racines, on les a. Donc là, dans la forme factorisée, il n'y a qu'une inconnue, c'est le A. Et là, ça devient intéressant parce que on sent, déjà, il y a moins d'inconnus, donc forcément, vous sentez bien que ça va être un petit peu plus simple. Et surtout, on va éviter le système. Donc tant qu'à faire, on va le faire par là. Alors, la forme factorisée. Alors là, je vais quand même écrire ce qu'on fait. On cherche f. Alors, la forme factorisée de f est f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Parce qu'on sait qu'elle a deux racines. Hein. C'est pour ça qu'on sait que la forme est factorisée est de ce type-là, puisque ça, c'est d'après l'énoncé. Et justement, x1, x2, ce sont moins 1 et 2. Autrement dit, c'est a facteur de x plus 1 facteur de x moins 2. Alors vous allez me dire, j'ai toujours pas le a. Oui, mais là j'ai utilisé deux indices, mais il y en a un troisième dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on nous disait que f de 0, c'était 2, puisque l'intersection avec les ordonnées, on est à 2. On le voit sur le dessin d'ailleurs. Donc si f de 0, c'est 2, ça veut dire que quand je remplace x par 0, je dois obtenir 2. Donc faisons-le. Je remplace x par 0 dans la forme factorisée, là. Ça va me faire donc a facteur de 0 plus 1 facteur de 0 moins 2, et c'est censé être égal à 2. Donc tout ça, c'est f de 0. Hein. Ah, ça devient intéressant, parce que ça, je peux le calculer. Ça fait 1 fois moins 2, donc ça fait moins 2. Donc j'ai a fois moins 2 égale 2. Autrement dit, a égale 2 sur moins 2 égale moins 1. Et donc j'ai le a. Et maintenant que j'ai le a, eh ben, j'ai la fonction complète. Et je vais pouvoir trouver bêta. Donc vous voyez, il y avait quand même une étape intermédiaire et quand même plus complexe hein, que dans le 23. Là, il fallait penser à faire tout ça. C'est pas forcément très difficile, encore une fois, mais il faut y penser. Il faut l'avoir vu, il faut l'avoir révisé, parce que vous ne l'inventez pas, je pense ça. Donc voilà, f de x égale, du coup j'ai remplacé le a par moins 1, le 1 ne sert à rien, donc j'ai mis juste moins x plus 1 facteur de x moins 2. Et donc je peux en déduire mon delta. On en déduit bêta. On en déduit que bêta, c'est f de alpha, c'est-à-dire f de 0,5. Et donc, je remplace x par 0,5 dans ma fonction. Et on est bon. Donc, ça fait moins 1,5 fois moins 1,5, autrement dit 2,25. Qui, là aussi, est cohérent avec la simulation de parabole qu'on avait pu tracer. Voilà. Et donc, conclusion, du même genre. L'axe de symétrie delta, il a pour équation x égale alpha, c'est-à-dire, alpha c'était combien ici? 0,5. Et le sommet a pour coordonnées alpha bêta, c'est-à-dire 0,5 et 2,25. Voilà. Bon, j'espère que cette fois c'était bien audible, qu'il n'y a pas eu de soucis et que ça vous a permis de comprendre, de pouvoir travailler tous ces exercices-là. Donc il va y avoir encore vous avez le dernier tuto, il y a encore des petits exercices, et il y en aura encore après, parce que, comme je le disais déjà dans une autre correction, c'est un chapitre où finalement il n'y a pas tant de cours que ça. Il est très important par contre le peu de cours qu'il y a, mais il n'y en a pas tant que ça. En revanche, il y a beaucoup de savoir-faire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les exercices, de méthodes, de techniques que vous êtes censé acquérir cette année et qui vont être vraiment indispensables et pour le reste de l'année et pour l'année prochaine. Donc voilà, on n'a quand même pas fini le chapitre, même si en termes de cours, quasiment en fait. Hein, voilà. Bon courage en tout cas à tous et à très bientôt pour la suite.